La grande interview ce jour dans Ecorama avec Nicolas Bavrez, économiste, essayiste. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de revenir sur les politiques monétaires, sur les banques centrales, qui sont vraiment à la une de l'actualité, qui ont un rôle central à l'heure actuelle, on va se demander si elles tiennent les marchés, si elles tiennent les banques et autres. Une question subsidiaire avec cette annonce de Donald Trump hier soir et sa politique toujours liée à l'Iran. Il veut assécher justement. Est-ce qu'il y a là aussi une manière aussi d'aller toucher la Chine, entre autres, parce que c'est fini les exemptions pour le pétrole iranien et on l'a su hier soir véritablement. Alors il y a un impact sur la Chine, mais je crois que l'explication est vraiment une explication purement iranienne. L'Iran est une obsession de l'administration Trump, du président lui-même et maintenant d'un certain nombre de ses conseillers. C'est un des rares axes de continuité, sinon de cohérence, de sa politique étrangère. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'administration Trump souhaite clairement en fait réaliser un embargo pratiquement total sur l'Iran. Pourquoi ? Parce que la très grande majorité des exportations et des recettes de devises de l'Iran, c'est évidemment le pétrole. Donc les exemptions qui avaient d'abord été accordées notamment à la Chine, devraient s'arrêter totalement, même avec un certain délai. Et si cela est fait, c'est vrai que ça veut dire que l'Iran est pratiquement en dehors de toute capacité d'exporter. Alors simplement, là encore, et c'est un peu la même chose que pour les banques centrales, il y a quand même une contrepartie, c'est qu'entre les problèmes du Venezuela, la Libye et le reste, aujourd'hui, ce type de décision entraîne une hausse évidente du pétrole les cours ont réagi, et un impact notamment sur les électeurs de Donald Trump, puisque les Américains, et notamment les électeurs de Donald Trump, sont de grands utilisateurs de voitures et donc de carburant. Oui, parce qu'au préalable, il y avait l'enjeu de contenir les prix du pétrole, justement pour répondre à une question locale, à une question intérieure que son électorat. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'il y a deux choses importantes pour le prix du baril de pétrole. D'abord, il y a l'alliance avec l'Arabie Saoudite, qui va être de nouveau incité à fournir davantage le marché. Et de l'autre côté, il faut toujours se rappeler qu'il y a eu un changement géopolitique majeur, puisque avec les hydrocarbures non conventionnels, les États-Unis sont devenus le premier producteur du monde, en tout cas d'hydrocarbures. Un très grand exportateur, notamment maintenant ils vont exporter beaucoup de gaz. Et donc, en fait, les États-Unis ont repris le contrôle, ça n'est plus l'OPEP qui contrôle les prix, mais ce sont les États-Unis qui contrôlent le prix du pétrole. Donc on verra à travers les hydrocarbures non conventionnels. On verra donc l'évolution des cours des barils justement aujourd'hui avec ces annonces et les réactions encore à suivre. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces banques centrales. Elles sont largement accommodantes, les banques centrales à l'heure actuelle, en tête la BCE. Elles étaient prêtes il y a quelques mois au resserrement, du moins à tenter la normalisation. Elles ont, face aux indicateurs mondiaux, levé le pied pour écarter le scénario d'une dépression mondiale à chemin pris depuis la crise de 2008. Mais est-ce qu'elles y sont parvenues justement, ces banques centrales, à éviter à court terme et à long terme la véritable dépression? Est-ce qu'on n'a pas ça quand même en ligne de mire? Est-ce qu'il fallait cette politique ultra accommodante et encore maintenant? Alors, est-ce qu'il fallait cette politique ultra accommodante en 2008-2009? La réponse est évidemment oui. Quand on regarde 29, 10 ans après 29, je rappelle que c'est la Seconde Guerre mondiale, on n'est jamais sorti de cette crise. Et la politique monétaire a une responsabilité majeure dans la catastrophe des années 30, parce qu'au départ, donc, on a une récession aux États-Unis, l'augmentation des taux de la Fed met en faillite 5000 banques aux États-Unis. Ensuite, les Américains rapatrient leurs avoirs, ils exportent la crise en Europe et ils basculent par ailleurs dans le protectionnisme. C'est comme ça qu'on a transformé une récession américaine en dépression mondiale. Donc, est-ce qu'il fallait sauver les banques? Oui. Est-ce qu'il fallait avoir une politique monétaire accommodante avec une baisse des taux, voire des taux négatifs, et puis ce qu'on a appelé le quantitative easing, c'est-à-dire des mesures non conventionnelles? La réponse est oui, parce que c'est ça qui a porté la reprise. Et la reprise, elle est réelle. Je rappelle que les États-Unis, depuis avril 2009, ont créé 20 millions d'emplois, qu'en dehors de la France, de l'Italie et de l'Espagne, ou de la Grèce, qui sont des cas très particuliers, mais
Le monde, aujourd'hui, est en plein emploi, 5,5%, qu'aux États-Unis, le chômage, c'est 3,8%, en Allemagne, c'est 3,3%, et même les Britanniques, avec le Brexit, sont à 4% de taux de chômage. Donc, de fait, cette politique a eu incontestablement des effets positifs. Elle a empêché une grande dépression mondiale. Alors, on voit néanmoins que les bases restent déflationnistes, et ça pose un problème majeur, parce que c'est vrai qu'avec la révolution numérique, c'est à l'origine de la crise des classes moyennes, et par ailleurs, c'est vrai que les banques centrales ont un dilemme, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 250 000 milliards de dettes publiques et privées dans le monde, donc si elles relèvent leur taux rapidement, eh bien tout le monde est en faillite, à commencer par les États. Et à l'inverse, si elle laisse s'installer l'argent gratuit, ce qui a été fait, on voit renaître des bulles. Et des bulles spéculatives, on en a évidemment sur l'immobilier, on en a sur l'art moderne, on en a sur sans doute un certain nombre d'entreprises, on en a sur ce qu'on appelle le high yield. Donc on a beaucoup d'endroits sur lesquels on a laissé se recréer des bulles spéculatives à cause de cette politique d'argent gratuit. Et ça veut dire qu'on a touché les limites à ce cap maintenu ? Alors, l'arbitrage, effectivement, est extrêmement compliqué puisqu'il aurait fallu remonter les taux progressivement, mais le ralentissement majeur qui a eu lieu à la fin de 2018 et la pression politique a fait que les banques centrales ont fait une pause. Et quand les banques centrales font une pause, en réalité, c'est une pause qui généralement dure. Au-delà de cet aspect conjoncturel, il y a un vrai changement historique. Il faut rappeler que donc, la mondialisation libérale, elle a commencé en 1979, elle a éclaté en 2008. Dans les décisions fondamentales de 1979, il y a eu les réformes Reagan ou Thatcher, mais il y a aussi la politique de Paul Volcker qui décide de lutter contre l'inflation d'ailleurs et qui augmente les taux, y compris avec l'opposition de Ronald Reagan à l'époque, mais ça va complètement et on va de fait éradiquer l'inflation. Et en même temps qu'on éradique l'inflation, il y a ce modèle des banques centrales indépendantes. Aujourd'hui, on voit qu'avec le retour en force du politique, des États, de l'interventionnisme, ce modèle de la banque centrale indépendante, il est contesté. Ce sont les pressions de Donald Trump pour nommer les attaques répétées. Les attaques contre M. Powell, qui est le président de la Fed, et la volonté de nommer des républicains idéologues à sa main, si je puis dire. Mais on voit aussi que c'est le cas par exemple en Italie, où on a aussi des pressions sur la Banque centrale. C'est le cas au Japon, où le Premier ministre Shinzo Abe avait son plan de remise en route de l'économie japonaise avec les 3 flèches. Et donc les 2 premières flèches étaient la politique monétaire, et il a nommé un fonctionnaire du ministère des Finances qui là aussi est un de ses proches, à la tête de la Banque centrale du Japon pour sortir de la très grande déflation qui dure depuis le début des années 90. Et puis il va y avoir la question de la BCE, avec, il ne faut pas l'oublier, sans doute la décision la plus importante pour l'Europe dans cette année 2019 à haut risque, c'est la succession de Mario Draghi le 2 juin prochain. En octobre. Ah d'accord. Mais la décision sera prise sans doute avant, et donc il y a une grande question. Est-ce que le successeur s'inscrit dans la continuité de Mario Draghi avec une stratégie, et qui est effectivement une stratégie non conventionnelle, sachant qu'il faut rappeler que la BCE a commencé bien après les États-Unis. Aux États-Unis, avec Ben Bernanke, c'est 2009. Malheureusement, la BCE, sous l'impulsion de Jean-Claude Trichet, augmente ses taux en 2008 et en 2011, ce qui a des conséquences catastrophiques pour l'Europe et la zone euro. Et ça n'est qu'à partir du moment où Mario Draghi arrive et réoriente la politique monétaire. En fait, l'Europe s'y met vraiment en 2015. Donc chez nous, c'est beaucoup plus récent. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la BCE est le premier détenteur de dette publique dans la zone euro et de très loin. Donc est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'on retourne à l'orthodoxie? Et de ce point de vue-là, il faut être clair, l'Allemagne n'a pas du tout renoncé à avoir un Allemand à la tête de la BCE. Son candidat est M. Weimann. Et M. Weimann est effectivement un rigoriste qui est tout à fait aligné sur, en tout cas, la politique, les idées de Jean-Claude Trichet, on ne sait pas, mais en tout cas la politique qu'il a menée. Il y a un très grand risque
si une politique orthodoxe stricte devait être menée. Prendre la voie de la normalisation. Premièrement, d'avoir des problèmes très graves pour les pays surendettés, l'Italie ou un certain nombre de pays méditerranéens, voire la France. Et en tout cas, ça représente un très grand risque de se retrouver avec une crise majeure sur l'euro et un éclatement de la zone euro. Donc on reviendrait à ce cycle et à la fin et à ses effets. Je voulais revenir avec vous justement sur les effets de cette politique ultra accommodante et les effets que ça a eu sur les marchés entre autres. Est-ce qu'on n'a pas trop arrosé les marchés? Est-ce que c'est pas à coup de perfusion? Est-ce que c'est pas les banques centrales qui portent justement ces marchés à l'heure actuelle et qui réagissent à ce flot? Sans aucun doute, mais il faut être clair, le choix qu'on avait en 2009, c'était ça ou retour aux années 30. Donc, et par ailleurs, il faut avoir en tête qu'on ne sort pas rapidement d'une politique de ce type. En fait, on n'a qu'un seul exemple historique, mais qui était assez différent, c'est ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, pour des raisons évidentes, pour financer le second conflit mondial, les États-Unis ont financé non seulement leur effort de guerre, mais l'effort de guerre du monde libre et des Alliés, plus une partie de l'effort de guerre soviétique. Et donc, ça a été la même politique de création monétaire forcenée. Et en fait, les États-Unis n'en sortent qu'à la moitié des années 50. Donc, il a fallu 12 à 15 ans. Et là, comment est-ce qu'on a réussi à en sortir? Parce qu'on a eu la croissance de l'après-Seconde Guerre mondiale, la croissance des États-Unis et aussi la croissance, la reconstruction des autres pays que les États-Unis ont aidés, notamment l'Europe et puis le Japon. Donc, ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on ne peut pas sortir brutalement de ces politiques, sauf à créer un nouveau crack. Donc c'est ça le réglage très compliqué, c'est-à-dire que, oui, si vous voulez, c'est une forme, c'est un peu la politique monétaire sous cette forme, c'est un peu la même chose que l'EPO pour le cycliste. Donc, si vous en sortez brutalement, non seulement la performance s'effondre, mais le cycliste risque aussi de s'effondrer. Donc, il faut réduire la dose de manière progressive. Le dosage de la perfusion. Mais si vous maintenez le PO trop longtemps, à l'inverse, eh bien, vous mourrez jeune. Les effets seront néfastes également. Et également, est-ce qu'on peut se poser la question sur les banques aussi? Est-ce que le secteur bancaire n'a pas été totalement fragilisé et pas totalement fragilisé actuellement du fait de cette politique ultra accommodante, pourtant dont le secteur a largement bénéficié? Alors ça dépend où les politiques monétaires. C'est vrai que les banques souffrent des taux d'intérêt, notamment des taux d'intérêt négatifs. Mais surtout, il y a eu une énorme divergence. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Europe a littéralement ruiné tout son secteur financier. Les États-Unis ont agi extrêmement différemment. Et le paradoxe, c'est quand même que c'est le secteur financier américain, les banques américaines, qui sont largement responsables de ce qui s'est passé en 2008. Et elles ne se sont jamais mieux portées. Alors qu'en Europe, on a accablé nos banques d'impôts, de réglementations plus absurdes les unes que les autres, et en plus, elles ont effectivement les taux négatifs. Mais le problème majeur des banques en Europe, c'est le problème de leur régulation et du carcan réglementaire et fiscal qu'on a créé et qui font qu'elles sont de fait fragilisées et que par ailleurs, en partie, elles n'ont pas été recapitalisées et restructurées partout. Notamment, en Espagne, il y a eu un énorme travail qui a été effectué. En Italie, il reste beaucoup à faire. Merci Nicolas Bavrez, merci d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes essayiste également, économiste. Merci. Merci beaucoup.